Bonsoir à tous, bienvenue à TVS, la télévision Chekina et votre édition d'information du soir. Dans la commune d'Oyem, 19h30, l'information, nous la prenons d'abord de ce côté avec la route qui mène à l'ancien centre d'émetteurs appelé communément Lakater, qui est dans un état de dégradation très avancé et incommodant ainsi le vécu quotidien des usagers qui l'empruntent. Une situation qui devrait préoccuper les pouvoirs publics afin de soulager ces populations. Reportage Inès Kungamombo, image TVS Oyem. Comme vous venez de le voir sur ces images, on se croirait sur la piste de Zapatan dans le cadre des Jeux de Fort Boyard. Mais hélas, nous sommes bel et bien au Gabon, plus précisément dans la commune d'Oyem, sur la voie qui mène à l'ancien centre d'émetteurs communément appelé Lakater. Ici, pour vaquer à leurs occupations quotidiennes, les populations résidentes doivent s'armer de courage, de détermination pour affronter les obstacles liés à la dégradation très avancée de cet axe qui mérite de subir des travaux de réhabilitation pour soulager un tant soit peu la souffrance de ses habitants. Tout de suite à chaud, il faut dire que c'est une situation déplorable parce que vous savez qu'actuellement nous sortons des législatives et en principe on ne peut pas exiger de certains citoyens de se prononcer sur certaines situations politiques quand en réalité on ne contribue pas justement à mettre ou à rendre à l'aise ces citoyens-là. Cette route est dégradée depuis plusieurs années et aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, l'équipe de l'Union sportive d'Oyem s'entraîne ici. C'est quelque chose de véritablement regrettable parce que c'est quelque chose en réalité qui remet en cause l'image même, non seulement de la ville d'Oyem, mais également des riverains de la commune. Notre route là est dégradée depuis longtemps et franchement nous avons tout fait avec les bras pour contribuer, pour faire en sorte que les gens puissent vraiment se faufiler. Alors actuellement nous sommes déjà fatigués, vous-même vous voyez un peu. Les gens cherchent le passage. Tous les jours de la vie, bon, quand une voiture passe, elle gaspille encore plus et le passage devient très difficile. On change les chaussures, tu vas à la route, il te faut deux ou trois chaussures. C'est une chaussure que tu vas utiliser pour aller en ville et quand tu reviens, tu changes. En tout cas, c'est compliqué, c'est tout à fait compliqué. Et là maintenant, cette route actuellement bien inusitée ne peut quand même pas nous permettre d'évoluer parce que à chaque moment, on porte les sacs de riz sur la tête et là pour arriver à la maison. Les voix s'élèvent pour dire trop c'est trop. Il faut que ça change. Ne dit-on pas que la route est facteur de développement d'un pays? C'est fort de cela qu'un vœu a été émis à l'endroit des plus hautes autorités. Ce que nous souhaitons, ce serait qu'à l'avenir, que les autorités compétentes prennent à bras le corps la situation que vit aujourd'hui la situation que vivent aujourd'hui les riverains pour que le plus rapidement possible l'on puisse soit asphalter cette route, soit la goudronner dans les meilleures conditions. Je voudrais vraiment que les autorités compétentes puissent prendre l'affaire là en main. Parce que nous autres, les usagers de cette route, nous ne pourrons vraiment pas avec nos moyens. Espérons que les cris lancés par les populations d'Oyem auront un écho favorable chez qui de droit. La question du logement au Gabon, une épineuse problématique à laquelle les pouvoirs publics apportent réponse peu claires. Au point où aujourd'hui, certains y croient encore et d'autres ne croient plus. Reportage dans ce regard de la rédaction de la télévision Chekina. Parmi les plus petits États de l'Afrique centrale, avec une population estimée à moins de 2 millions d'habitants, le Gabon semble ne pas offrir à ses populations un logement décent. Les paroles et les ministres se sont succédés dans ce département ministériel. Rien n'a véritablement bougé. L'ex-ministre de l'Habitat, Bruno Ben Mobamba, après avoir fait l'inventaire de l'état de l'habitation au Gabon, n'en est resté qu'aux paroles, rien n'a suivi des faits, tout comme l'ont été bien avant celles de l'exécutif sur la même question. Ce volet de l'habitat, pourtant l'objectif numéro 20 du plan stratégique Gabon émergent,
est l'un des principaux échecs du premier et du second mandat en amorce du chef de l'État qui entend garantir l'accès à un logement décent pour tous. Les programmes lancés depuis 2009 pour soutenir l'effort de production de logements ont connu des fortunes diverses, a soutenu l'ex-ministre de l'Habitat, Josué Badinga, en citant la non-finalisation de plusieurs chantiers, comme le programme de 3808 logements de la Société nationale immobilière SNI et les projets de la Société nationale du logement social SNLS, à Bikele et Angonje, pour près de 2049 logements et 655 parcelles viabilisées. Et comme pour donner la preuve que le gouvernement s'attelle à améliorer les conditions d'habitation des Gabonais, le ministre d'État parlait le 2 octobre 2017 lors de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat sous le thème politique du logement, les maisons abordables, la finalisation prochaine des logements inachevés de la SNI et de la SNLS. Et pour pallier à ce déficit dans le secteur, le gouvernement doit donc mettre en place une politique nationale inclusive du logement et du développement urbain durable. Aussi doit-il encadrer les filières du logement locatif et la promotion immobilière. Ainsi, il réduira les coûts de loyer et faciliter l'accès à tous à un logement décent. Éducation avec la promotion 2017 de l'école normale supérieure qui réclame les postes d'affectation ici à Libreville. Ils sont au nombre de 271 ex-étudiants après avoir subi leur formation dans cette école supérieure. Ils sont aujourd'hui sans avenir probant, d'où leurs regards sont rivés vers le ministère de l'Éducation nationale qui malheureusement ne donne pas jusque-là une suite favorable. Euphrem Bioguedzo. C'est une toute autre ambiance qui a prévalu ce jour dans les bâtiments abritant les services du ministère de l'Éducation nationale, plus exactement aux 3 quartiers. 271 futurs agents publics sortis de l'école normale supérieure sont toujours en attente d'affectation, ce depuis 2017. À cela s'ajoute l'absence de salaire, une situation invraisemblable que tentent de comprendre ces anciens étudiants de l'ENS. Le mutisme qu'entretient l'autorité en charge de ces départements ministériels a non seulement obligé ces pères et mères de famille à investir le lieu, perturbant ainsi tout bon déroulement des activités professionnelles au sein du dit ministère. Nous sommes toujours dans la perspective de réclamer nos affectations. On était au ministère hier, on n'a même pas eu d'interlocuteur. On vous l'a dit hier, personne n'est venu parler avec nous. Ils font la sourde oreille. Nous sommes venus directement au ministère de tutelle, là où se trouve le ministre, pour que peut-être lui, il aura une information assez claire à nous donner. On ne peut pas partir d'aujourd'hui ici, aujourd'hui, sans qu'on nous donne quelque chose qui soit assez responsable quand même. On a suivi le dossier de fond en comble. Aujourd'hui, c'est à eux de jouer leur part. Mais personne ne nous dit rien. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce sont des pères et des mères de famille qui sont là, qui ne savent pas quel est le sort qui leur est réservé cette année. Donc voilà pourquoi nous sommes venus pour voir la tutelle, pour qu'elle nous donne des explications claires. Au regard du contexte actuel, certains anciens étudiants ont trouvé utile de rejoindre tout simplement leurs familles respectives à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons plus supporter les difficultés dont ils font face. Il y a sûrement certains qui sont encore au village, qui sont allés attendre au village parce qu'il y en a qui ne peuvent plus vivre à Libreville. Ils payent les loyers, ils doivent vivre, ils doivent se déplacer, ils ne peuvent plus, sont obligés d'aller au village. Voilà pourquoi vous voyez, certains sont ici, d'autres ne sont pas là. Nous ne sommes même pas très nombreux, nous sommes la promotion la moins nombreuse. D'habitude, l'ENS donne 500, 600, 700 étudiants. Nous sommes seulement à 271. C'est 271 qu'on n'arrive pas à gérer. Depuis 2017, avant les soutenances même, on nous a coupé la bourse à l'ENS en juin 2017. Non, depuis juin 2017, on traverse un désert absolu. On traverse un désert depuis juin 2017 parce qu'on n'avait plus de bourse. On a soutenu dans des situations compliquées. On a soutenu dans des situations compliquées. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que de juin 2017 à aujourd'hui, on souffre. Les internes sont déjà affectés. Alors que les internes sont rentrés 2 ans. 2 ans après nous. Donc, eux, ils sont déjà affectés, ils sont déjà tranquilles. Alors qu'ils ont le salaire. Ils ont le salaire. Et nous, on n'a même rien. Donc, on est des chômeurs de luxe. Le problème, c'est qu'on ne peut même pas aller faire les inscriptions. Tout ça, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On a des enfants. On est dans l'inertie la plus totale. On est tenté de s'interroger qui est réellement à l'origine de ce bras de fer, car toute tentative à vouloir entrer en contact avec les autorités compétentes s'est avérée infructueuse. Nous restons toujours dans le monde de l'éducation avec la problématique du livre. Et pour mener à bien leur mission en qualité d'enseignants, ces derniers ont besoin des manuels scolaires inscrits au programme. Mais seulement plusieurs établissements se plaignent
de l'insuffisance du nombre de ces ouvrages, d'où on se demande à qui incombe la faute, aux auteurs, aux éditeurs ou au gouvernement de la République. Élément de réponse avec Dorothée Karina Orongo-Singo des médias plus Port-Gentil. Chaque année à Port-Gentil, pendant l'année scolaire, le problème d'accès aux livres gabonais se pose. En effet, les œuvres-programmes des collèges et lycées sont difficiles d'obtention dans la ville. Et pour cause, la quantité disponible en librairie ne répond pas à la demande. Auteure et éditrice Sylvine Tam tente de justifier cette problématique. Ceux qui mettent les livres dans les programmes ou ceux qui les utilisent dans les salles de classe, il y a des livres qu'un enseignant peut commander à ses élèves. Alors, il décide de mettre un livre au programme parce que le livre est intéressant pour lui. Mais il ne sait pas lui-même si le livre se retrouve sur le marché. C'est ça la grande difficulté. Un livre intéressant, mais un auteur a peut-être 50 exemplaires. Lorsque l'enseignant met le livre au programme, il ne sait pas que l'auteur n'est pas en mesure d'alimenter le marché. Malheureusement, ils mettent souvent même des livres qui sont édités en France, qui sont édités hors du Gabon. Les éditeurs qui sont hors du Gabon ne font pas un travail comme celui que nous faisons actuellement de passer dans les provinces. Ils ont publié un livre en France. Le marché gabonais n'est pas leur priorité. L'une des solutions pour pallier ce problème, la collaboration entre les enseignants et les maisons d'édition locales. Les maisons d'édition installées à Libreville, il y a aujourd'hui beaucoup d'éditeurs qui sont au Gabon et qui ont des livres, certains des livres au programme, ou si le livre n'est pas au programme et que l'enseignant veut mettre un livre, mais qui se rapproche d'abord des maisons d'édition installées. C'est ça aussi, aider les maisons d'édition locales à se développer. Mais si on va souvent prendre des livres qui ont été édités très loin et dont on ne connaît pas l'éditeur, il y aura toujours ce problème au niveau de l'éducation nationale. Cette situation n'est pas propre à la ville de Port-Gentil. L'intérieur du pays connaît également les mêmes difficultés. Ce n'est pas seulement à Port-Gentil, même à Libreville. Ils mettent un livre au programme, or l'auteur n'a que 10 exemplaires. Donc, il y a certains auteurs aussi qui veulent qu'on mette leur livre au programme tout en sachant qu'il n'y a pas de politique du livre, que l'État ne commande pas les livres qui sont les romans qui sont au programme pour les distribuer ou pour aider les libraires ou encore les éditeurs. À cette problématique s'ajoute le coût élevé du livre gabonais qui est toujours d'actualité. La maison d'édition qu'elle gère mène ce combat, d'où la collaboration avec l'Institut pédagogique national en attendant une politique nationale du livre qui solutionnera tous ces problèmes. L'avenir d'un enfant se prépare à 2 niveaux. D'abord, dans le cadre familial pour recevoir l'éducation et ensuite en milieu scolaire pour recevoir l'instruction. Il est donc vrai que l'école instruit, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'un élève a besoin aussi du loisir et de l'épanouissement, ce qui passe nécessairement par la valorisation des activités socio-éducatives qui, hélas, disparaissent progressivement en milieu scolaire. Fouti Boulanga Mouleka, reportage. À bien réfléchir, que l'on soit président de la République, footballeur, grand leader, tout a certainement commencé sur le banc de l'école. Mieux, les premiers pas se sont effectués lors des activités socio-éducatives, au primaire, au lycée ou à l'université. Mais comment comprendre que de nos jours, rares sont ces établissements scolaires qui promeuvent encore de telles activités, pourtant recommandées par les spécialistes de l'éducation, pour compléter l'éducation des élèves, comme le pensent ce parent d'élèves. C'est très important que dans un établissement scolaire, il y ait des activités socio-éducatives. Ça permet à l'enfant de compléter ce qu'il reçoit déjà en famille. C'est vrai que dans certaines familles, il n'y a pas d'activité socio-éducative, mais ça devrait y avoir parce que de la maison à l'école, l'école complète l'éducation qu'on reçoit à la maison. Et il est important qu'arrivé à l'école, l'enfant se retrouve dans le milieu qui ne lui est pas étranger. S'il n'y a pas d'activité socio-éducative à l'école, il y a comme un déphasage. Parce qu'il n'y a pas que la formation intellectuelle, mais il faut aussi le complément avec les activités socio-éducatives. Lorsqu'elles existent encore en milieu scolaire, de manière générale, les élèves responsables de ces clubs, soit club de théâtre, club de football, club de langue, entre autres, se heurtent souvent au manque de logistique technique et surtout au manque de finances. Nous nous demandons si c'est l'État, par l'entremise du ministère de l'Éducation nationale,
Qui les finance? Monsieur Fabien Esson nous apporte un élément de réponse. Au niveau de l'école ici, je ne dirais pas que l'État finance ou préfinance quelque chose parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas de preuves réelles. Mais je sais que des petites activités qui sont menées au sein de l'établissement ici, c'est une organisation interne. C'est une organisation interne que la direction de l'école, l'association des parents d'élèves et certains parents d'élèves qui, tout comme moi, veulent véritablement que leurs enfants aient de bonnes bases, se permettent d'initier. Bon, au niveau du gouvernement, on espère qu'un jour ils vont prendre cela à bras le corps pour permettre que cela devienne une affaire de tous. Parce que si c'est seulement des groupuscules qui se forment pour faire quelque chose, il va de soi qu'au moment où ce groupuscule-là n'aura plus de possibilités, bien la faire revenir. Par conséquent, il est bon de retenir que l'éducation d'un élève requiert aussi d'un peu de divertissement et de loisirs. Alors, parents, élèves et toute autorité en charge, réorganisons tous les activités socio-éducatives en milieu scolaire. Bien que le Gabon est un pays laïque, mais les gens se demandent s'il est normal ou logique que les enfants des parents chrétiens affermis soient orientés dans un établissement à vocation musulmane. C'est la question que se posent de nombreux parents à Port-Gentil, dont la progéniture a été orientée au futur lycée islamique de Port-Gentil, en de plus des manquements observés. Iriel Nancy Mberkouna, Média Plus. Plusieurs élèves de la province admis en 6e ont été orientés au nouveau lycée islamique pour cette année académique qui débute. Toutefois, l'établissement étant à confession religieuse et au regard des croyances des uns et des autres, nombreux sont les parents qui ont des appréhensions. Le service des examens et concours qui décide de répartir les jeunes Gabonais admis en 6e à travers tous les établissements publics, confessionnels et privés reconnus d'utilité publique du pays. Ça ne gêne en rien qu'il y ait l'islam dans cet établissement. Nous avons dans tous les établissements confessionnels de cours de religion. Mais la priorité, la première préoccupation de l'État, c'est d'offrir aux élèves gabonais suffisamment de structures scolaires et nous ne pouvons que nous réjouir. Aussi, l'établissement étant encore en chantier, l'on se demande si ce lycée sera livré dans les temps, notamment avant la rentrée effective des classes. Les travaux du lycée islamique avancent à grands pas. C'est pourquoi nous descendons toujours avec tous les collaborateurs de la DAP. Toutes les 2 semaines, nous suivons l'évolution du chantier. Et un chronogramme d'activités liées à la rentrée administrative et à la rentrée effective des classes devrait être déjà mis à la disposition des usagers en milieu de semaine. La question du manque criard d'enseignants dans la province constitue là encore une autre préoccupation. L'État, vous savez, l'État ne fait pas les choses à moitié. L'État n'envoie pas des élèves dans un établissement pour les abandonner. L'envoi des élèves dans un établissement, c'est pour qu'ils soient effectivement pris en charge. L'État parle même de recrutement direct des enseignants pour résorber ce déficit en enseignants. Donc le lycée islamique n'est pas unique en son genre. C'est un établissement public au même titre que tous les autres établissements. Et les enseignants qui seront mis à la disposition du bassin pédagogique Longoué maritime vont être déployés à travers tous les établissements de la province. Des compléments d'information seront donnés aux concernés en temps voulu par les autorités académiques de la province. Dans le cadre de la recherche, l'Institut des hautes études de management IHEM a signé ce jour un partenariat avec l'entreprise Cyberlibus, une structure qui œuvre dans les ouvrages et manuels scolaires numériques. Euphrem Biorezo, Vitalis Kumba, reportage. C'est en présence du corps administratif et des étudiants de l'Institut de hautes études de management que le président fondateur de cette école supérieure de référence et le cofondateur de l'entreprise Cyberlibris
ont signé un partenariat, lequel ouvre désormais une nouvelle porte pour les étudiants inscrits dans cette école dans le cadre de la recherche. Cyberlibris est une société anonyme au capital estimé à 53 547 €, basée à Paris. Cette structure a pour ambition de contribuer fortement au savoir technique sous forme digitale afin de permettre à l'utilisateur d'accéder en ligne à son contenu et aux services mis à la disposition de la clientèle. L'initiative que vous avez prise à nous recevoir et à conclure ce partenariat, en effet, est une grande avancée. Une grande avancée parce que vos étudiants seront parmi les premiers au Gabon à avoir accès à ce service de bibliothèque numérique, comme vous l'avez dit. Un service qui, aujourd'hui, rassemble dans le monde plus d'1 million d'étudiants. Et donc, vous allez tous rejoindre cette communauté d'utilisateurs et vous allez avoir le privilège de pouvoir, pour vos études, tout au long de votre parcours, de disposer de dizaines de milliers de livres qui vont donc vous accompagner, vous permettre d'étudier dans les meilleures conditions, d'avoir accès aux meilleurs documents au meilleur moment. Juste un chiffre qui va peut-être vous interpeller. Au bout de votre connexion, au bout de votre smartphone ou de votre ordinateur, vous allez avoir plus de 1,3 milliard de francs CFA de valeur de livres. Des livres que vous auriez pu acheter éventuellement, mais que vous n'auriez pas acheté parce qu'ils étaient trop chers. Là, vous allez pouvoir les lire, vous allez pouvoir imprimer des passages, travailler avec vos professeurs. Donc vous serez ici à IHEM au meilleur endroit en termes de documentation pour reprendre le goût de la lecture et savoir que le livre sera votre meilleur allié dans ces années d'apprentissage et pour l'avenir. Sur le plan local, le corps enseignant ainsi que les étudiants de l'Institut de hautes études de management seront les premiers bénéficiaires de cet outil performant qui s'ajoute à ceux existants sur le plan pédagogique, ce qui prouve une réelle volonté de ces responsables à pouvoir donner toujours davantage pour le bien-être du système éducatif gabonais. Les étudiants d'IHEM vont avoir la chance d'accéder à plus de 50 000 ouvrages dans toutes les disciplines, toutes les matières et tous les niveaux. Et donc un étudiant va pouvoir, avec ce service, avoir tout son parcours guidé par les meilleurs ouvrages universitaires, techniques et professionnels, et surtout des ouvrages très récents, des ouvrages de 2018, qui viennent juste d'être publiés. Alors, en fait, c'est un abonnement annuel qui est fait grâce à IHEM, qui va coordonner l'abonnement global. Il y a donc un tarif annuel qui est payé, et ensuite l'école gère ça directement avec les étudiants. Et les étudiants accèdent, et les professeurs bien sûr, et ils accèdent en illimité au service. C'est le principe de l'Internet aujourd'hui, on se connecte partout, n'importe où, n'importe quand, et on peut lire ce qu'on veut, où qu'on soit, et faire ce qu'on a envie de faire avec les autres. Il est important pour nous ce contrat qu'il soit signé, simplement parce que le groupe IHEM, qui existe depuis 14 ans aujourd'hui, est un groupe qui a l'ambition d'offrir à la jeunesse africaine, à la jeunesse gabonaise, une formation de qualité. Et aujourd'hui, le monde évolue de telle sorte qu'on ne peut se passer au niveau de la formation académique de bibliothèques numériques, simplement parce que les bibliothèques physiques sont aujourd'hui dépassées. Donc c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui, c'est une aubaine surtout de vous avoir avec nous pour la signature d'un contrat qui, je l'espère, sera durable, très durable pour le bonheur des deux parties. Aussi, les deux parties vont s'engager au respect scrupuleux du présent accord, va s'en suivre la signature des documents y afférents devant une assistance émue. L'échange des parapheurs avec les deux parties a clos définitivement la présente cérémonie. À présent, l'actualité hors de nos frontières, au Moyen-Orient, l'affaire du journaliste saoudien disparu dans l'ambassade de son pays à Istanbul, Jamal Khashoggi, ne cesse de faire couler beaucoup d'encre de salive. La dernière sondée en date, c'est celle du président américain Donald Trump qui a estimé certain la mort du journaliste. Il a par ailleurs menacé Riyad de graves conséquences si la responsabilité saoudienne était confirmée dans cette affaire. L'Arabie saoudite, l'étau se resserre chaque jour un peu plus. Dans une déclaration ce jeudi, le président américain l'affirme, le journaliste Jamal Khashoggi
a certainement été assassiné. Cela me semble tout à fait probable. C'est très triste. L'enquête est en cours et nous sommes toujours dans l'attente des résultats. Il ne devrait pas tarder. Je pense que nous ferons une déclaration importante, mais nous sommes toujours dans l'attente des conclusions. 3 enquêtes sont en cours et cela va nous permettre de tirer tout cela au clair. Pour l'instant, rien d'officiel, mais selon le New York Times, Donald Trump est à l'écoute des services de renseignement américains. Dans leur rapport, ils affirment que des proches du prince héritier sont bien impliqués dans la mort du journaliste. De retour de Riyad, le secrétaire d'État américain a cependant décidé d'accorder un délai supplémentaire à l'Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes m'ont assuré qu'elles mènent une enquête approfondie et sérieuse sur les faits qui entourent la disparition de M. Khashoggi et que leurs conclusions seront mises à disposition dans un délai raisonnable et de manière transparente. Si la responsabilité du royaume est confirmée, Washington promet de lourdes conséquences à l'encontre de son partenaire économique. En Turquie, l'enquête se poursuit. Jeudi, la police a mené des fouilles dans une forêt située aux abords d'Istanbul et dans une ville côtière. Les enquêteurs ont par ailleurs collecté de nombreux échantillons lors de perquisitions menées au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul et dans la résidence officielle du consul saoudien. Des examens vont être menés pour tenter d'isoler des traces d'ADN. Avant de nous séparer, voici à présent la rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par Othman Aldoma Bundae Vitalis, ou du moins c'est Bertrand Koumile Kandoumba, à savoir comment appelle-t-on le fruit du maïs? Comment appelle-t-on le fruit du maïs? La graine? Ok. Le fond du maïs. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je n'ai jamais cherché à savoir son appellation. Le fruit du maïs. Ah, je connais. Le fruit du maïs. Non, aucune idée. Le fruit du maïs. Le maïs, c'est le maïs, non? Aucune idée. Aucune idée. Le fruit du maïs. Non, je ne sais pas. Ah, aucune idée, pardon. Le fruit du maïs. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Le fruit du maïs, c'est une race. Hein? Quelconque que nous trouvons toujours la racine à l'intérieur. Oui. Après, ça donne le goût à boire aussi. Parce que c'est un goût pareil comme le jus à foin, le jus à pain. Le jus à pain. C'est le maïs? Le fruit du maïs? Je ne pense pas que le maïs est un fruit. C'est comme si vous me posez la question comment on appelle le fruit du manioc. Moi, je pense que le fruit du maïs, c'est le maïs. Comment appelle-t-on le fruit du maïs? Avant de vous donner la réponse, il faut apporter quelques précisions. Le maïs, c'est la plante. Le fruit qui en résulte et que nous consommons couramment appelé le maïs s'appelle en réalité l'épi du maïs. Comment appelle donc le fruit du maïs? C'est l'épi de maïs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À très vite.